Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun et nous allons parler dans quelques instants seulement du pétrole camerounais pour poser la question de savoir où va l'argent du pétrole au Cameroun. Mais avant que d'évoquer ce sujet très important, je voudrais lire ce message qui vient de nous parvenir. Bonjour à tous. Je crois que le RDPC avait déjà atteint son apogée. Il ne manquait plus que son déclin avec ses sénatoriales. Bravo à Madame Ndamjoya pour son courage. C'est donc un message qui nous vient de Sao Tomé et Principe. C'est signé Guy Alex qui nous regarde donc depuis ce pays. On profite d'ailleurs pour dire merci à tous ceux qui nous suivent à travers le continent africain. Ils sont en Angola, en Afrique du Sud, au Togo, au Bénin, au Mali et un peu partout. Merci donc de nous faire confiance. C'est la télévision panafricaine. Nous parlons donc à présent de l'or noir camerounais, un sujet qui fâche au Cameroun parce qu'on n'aime pas qu'on évoque cette question, mais on se donne la liberté d'en parler et nous en parlons aujourd'hui avec des invités sur notre plateau. Vous les connaissez déjà. Vous avez donc l'honorable Patricia Ndam qui est de l'UDC. Vous avez Emmanuel Ngidjoy qui est de l'UPC. Jean-François Mebenga du RDPC, Saint-Éloi Bidoun, qui est également du RDPC et directeur de publication, et Georges Gilbert Banola, j'en viens finalement, toutes mes excuses, qui est donc contrôleur national des hydrocarbures, et c'est lui donc qui va nous dire un peu ce qui se passe dans ce domaine. Juste le temps de vous dire que d'après la SNH, eh bien, le sous-sol camerounais est aujourd'hui sous-exploité avec une estimation de près de 30 milliards de barils de pétrole. Et pour cette année 2013, on vous a dit, le gouvernement espère une production pétrolière d'environ 28,8 millions de barils, ce qui va générer un peu plus de 7,5 milliards de francs CFA. C'est dire tout simplement que le Cameroun brasse énormément d'argent dans le pétrole, mais on se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que cet argent n'est pas tout de suite mis à la disposition pour le développement du pays, quand on sait par exemple que à la SNH, on se réjouit du fait que le prix de vente soit passé à 38,4%, ce qui a généré, ou alors ce qui va générer un peu plus de 572 milliards de francs CFA qui sera donc transféré à l'État. Où va l'argent du pétrole? La question est donc posée. Vous pouvez répondre depuis le chez vous en nous envoyant votre message par SMS. N'oubliez pas de signer. Cela vous rend plus responsable. Alors on revient en plateau. La question est posée. On a donné quelques chiffres qui indiquent que le Cameroun, sur l'échiquier continental, est de ces pays-là qui peuvent compter sur son sous-sol, notamment sur le pétrole. Mais on se demande comment est-ce que cet argent est géré. On voudrait d'abord requérir l'expertise de Georges Gilbert Banola, qui est donc dans le domaine, pour nous dire un peu aujourd'hui quelles sont les statistiques en termes de production pétrolière. Qu'est-ce que le pétrole rapporte au Cameroun? On peut avoir ne serait-ce qu'une idée approximative avant de pouvoir continuer dans le débat. D'abord, je voulais m'inscrire en faux, parce que c'est un domaine qu'on a voulu d'une manière confidentielle gérer. Nous avons quand même percé l'abcès avec notre expertise et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une manne qui appartient à un certain nombre de Camerounais. Je voulais parler du ministre Adolphe Moudiki qui est assis sur du pétrole et se mouille beaucoup. Le directeur général de la SNH. Parce que nous avons des documents. J'ai ramené des documents ici d'expertise. Quand on parle de 28 millions de barils, c'est faux en termes de production et calcul d'expertise. C'est donné sciemment pour tromper les Camerounais. Ça, c'est une estimation. C'est une estimation qu'on donne. Nous, on a fait une estimation. Nous sommes à 47 millions. On a des documents de barils. D'abord, c'est faux. Donc, on a sous-estimé. Voilà, on a sous-estimé parce qu'il y a des petits amis qui gèrent les couloirs. Et puis, maintenant, on va jusqu'au millimètre. Ça veut dire qu'au niveau de la pompe, 1,3, chaque Camerounais perd en termes de consommation dans son véhicule. Je ne veux pas que les procès soient intentés. Des documents, nous avons envoyé ces documents en direction de l'expertise, disons que de l'appréciation du chef de l'État. Nous, on a 10 ici, on met le pari. Eux, ils ont dit qu'ils produisent 512 milliards par an à peu près. Nous, on est à 1500 milliards tous les trimestres. On a des documents. 1500 milliards, nous, on ramène 1500 milliards à la place de 512 milliards par an.
Donc quand vous faites x4, vous avez le chiffre. Vous avez le chiffre. Nous, après 3 ans, après toutes les expertises que nous avons fait, nous disons, on ramène 4500 milliards en termes de production financière. Nous sommes dans un pays où les gens se sont assis sur de l'argent. Il y a un service qu'on appelle le BAG. Le BAG, c'est le bureau, disons, qui gère le carburant. Et c'est pour cela que le lieutenant-colonel Sonka, à l'époque, ne peut pas me dire que je suis en train de raconter une histoire, ils ont ces mêmes documents. Où on a dit, voici le risque. Vous imaginez combien coûte, par exemple, disons, un agent motorisé militaire, et qu'on le mette en mouvance comme ça pour qu'il soit défectueux en quelques mois, parce que déjà, le produit n'est pas bon. Très bien. Quand on vient même au niveau même de l'expertise des dépôts, qu'est-ce qui se passe 10 ans après? Quand vous ouvrez par exemple à la SCDP, là on stocke le produit, 10 ans après, ça devient une bombe. Ça veut dire qu'à tout moment, ça peut exploser. On n'a jamais entretenu. On bouffe de l'argent de l'entretien et on stocke même des produits même extérieurs. Ça veut dire que des produits qui entrent frauduleusement en amont de l'autre côté. Vous avez vu si les gens ont été curieux à un moment, nous avons dénoncé ça sur un média. Sur mon média où on avait dit, il y a du carburant frélaté en haute mer qu'on stocke dans les tanks de la SCDP. Et ces tanks ne sont jamais revalorisés ni entretenus. Le pétrole n'est pas un domaine privilégié là où les gens veulent dire, le chef de l'État a dit de ne pas parler. On n'en parle pas, c'est faux. Les gens se sont assis et se sont dit, à la dividende, nous allons nous partager. Qu'est-ce qu'on appelle le zoazoa? Le zoazoa, c'est notre produit second degré non traité dans les usines. Ça veut dire que les déchets sont mis en route, on paye des gens qui viennent les porter, il y a un budget voté, M. Moutouk pourra en répondre au tribunal, parce que nous on a découvert cela. C'est l'ancien directeur général de la Sonara. Et sur cette expertise, M. Moutouk s'arrangeait à dire, prendre de l'argent dans les caisses, dans le budget de la Sonara pour dire, Monsieur tel, venez transporter ces déchets. Ces déchets sont raffinés au second degré et rentrent dans des couloirs et viennent rester dans des quartiers mosaïques pour qu'on puisse les distribuer. Autant de choses. Aujourd'hui, nous avons des filets que nous avons préparés ici. Je veux vous dire que jusqu'aux marketeurs, que ce soit les marketeurs, que ce soit les productions offshore, tous sont dans la même gamme. Ça veut dire que les gens se sont ravisés que c'est un domaine où on ne doit pas en parler. Je vais vous parler par exemple de comment ça se passe l'exploitation, par exemple, quand une société est dotée d'un agrément et quand vous allez dans l'exploration au niveau de la CNH, ça veut dire quoi? La société dit, j'achète cette production. Et on dit par exemple, vous devez extraire dans ce sous-sol 20 millions de barils de pétrole en compensation. Monsieur Moudi qui s'arrange à dire, allez pomper. C'est lui qui connaît la quantité avec celui qui est en train d'extraire. Et l'équipe, la commission qui est là, est sous son règne. Personne n'a rien à dire. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on prend en compte. Je vais aller même plus loin. À l'époque du secrétaire général du RDPC, je ne veux pas vous faire très mal, parce que c'est des choses qu'on a dit déjà au chef de l'État, j'espère que ça ne vous gêne pas. Vous parlez de quel secrétaire? Il y a un ex-secrétaire général, il était brun, je ne sais pas comment vous l'appelez là. Ils envoyaient des bons, pour qu'on aille prendre le carburant dans des citernes au nom du RDPC. Ils disent que dotation RDPC. Mais c'est scandaleux. Voilà, si on vous comprend bien. Voilà. Donc, je voulais simplement donner ces grands détails pour dire que le carburant, disons que notre sous-sol est riche. Les gens qui vont faire l'expertise ne donnent pas les vraies informations. À la stabilisation, il n'y a pas de vraies informations. À la production, il n'y a pas de vraies informations. Au contrôle de la qualité et de la quantité, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. La preuve en est que si les automobilistes me suivent, chacun a perdu son véhicule, soit parce que actuellement, il y a une forte odeur. Il y a une forte odeur de carburant et tout ça. Voilà. Tout ça, c'est parce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure ici. Vous m'avez dit ça vous prend. Vous ne pouvez pas être président à l'Assemblée, vous êtes dans les histoires de carburant. Vous êtes un ministre de la fonction publique. Vous avez la société transcontinentale qui fait un peu dans le carburant. J'espère que je ne gêne personne dans ses intérêts. Voilà. Alors, je ne fais que faire mon travail. On va appeler si je donne des l'inspecteur contrôleur national donc, des hydrocarbures. Nous avons la solution et le chef de l'État, par cela, nous a donné un mandat pour que nous puissions gérer. Et nous lui avons dit, nous allons gérer,
Mais c'est vous qui gérez l'administratif parce que vous avez des gens qui signent sur le papier, nous apportent l'expertise. Le camp ne peut pas aller en faire un emprunt de 20 milliards pendant que je vends 20 milliards que je peux récupérer dans une caisse ici en 2 jours. Vous imaginez ça? Ce n'est pas normal. Donc, c'est autant de choses que nous demandons aux partis politiques de l'opposition et du pouvoir de soulever pendant leur bonne séance. Voilà, donc ça c'est un tableau qui vient d'être peint et qui semble indiquer que le pétrole camerounais est pris en otage par les réseaux mafieux. D'où la question d'ailleurs de cette émission, où va l'argent du pétrole? Alors quand vous suivez un peu cette description, cette expertise qui est faite par M. Bangoula, alors qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Est-ce que la question posée mérite d'être posée? Est-ce qu'on a le droit de se demander finalement, avec un sous-sol qu'on dit être riche, le Cameroun est souvent présenté comme étant un véritable scandale minier en termes de richesse, et quand on suit ce genre de tableau... Ouais, moi je voudrais d'abord comprendre. La structure que dirige M. Bangoula, est-ce que c'est une structure légale et quel est le statut de cette structure qui mène ces enquêtes-là? Pour que je puisse bien me situer, pour bien comprendre, pour avoir une idée de la compétence de la structure. Bon, donc il s'agit... Bon, je peux allez-y, oui. C'est un arrêté du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique signé du 20 juin 2011. Le ministre de l'Industrie des Mines et du Développement technologique, vu tout ce que vous connaissez, arrête la société Indian Onshore and Offshore Services Agency Limited est donc autorisé et agréé à rendre pour le compte de l'État et des tiers des services dans le secteur d'activité suivant: le contrôle de la qualité et de la quantité des pétroles bruts et des gaz naturels, la prévention, l'évacuation, le nettoyage, la récupération et le traitement des hydrocarbures, ainsi que la restauration de l'environnement en cas de... Bon, voilà, donc c'est un document officiel et qui est signé par le ministre Ndanga. Oui, donc c'est un partenaire technique, du ministre qui est agréé par le gouvernement. Voilà, un partenaire technique. Bon, maintenant, il a surtout dans ses premiers propos, il parle de la défectuosité des conduits, des systèmes de transport de carburant, n'est-ce pas? Bon, il nous parle, alors c'est par rapport à la question qui est posée, où va l'argent? Parce que j'imagine que où va l'argent, nous parlons de la production et de la vente. La production. C'est-à-dire les chiffres de la production et les revenus, et à partir des revenus, comment se fait la distribution. Voilà. C'est ce que je crois. Bon, donc là, il y a les circuits de distribution mécaniques qui sont défectueux et ça porte préjudice à la qualité du carburant qui est servi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Quels sont les chiffres de la production camerounaise aujourd'hui, les chiffres des revenus et la répartition? Parce que nous savons que la SNH contribue à la constitution du budget de l'État, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous ne pouvons pas avoir une idée exacte de ce que représente, ce qui va au budget. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15% des revenus, etc. Voilà, je pense que c'est vous voulez relancer... Oui, je voudrais, c'est pour comprendre, pour qu'on puisse poser des questions je pense que le tableau qui a été peint tout à l'heure voudrait tout simplement nous indiquer de la manière avec laquelle le pétrole camerounais est géré. Il a parlé notamment de cette sous-estimation qui est faite par ceux qui sont en charge de ce portefeuille-là, qui avancent des chiffres qui sont très loin de la réalité de ce qui est fait sur le terrain. Alors la réalité, donc, c'est quoi? La réalité, en termes de production, ils parlent de 28 millions. Moi, j'ai parlé de 47 millions de barils. C'est pas gouvernement normal. Ça veut dire une estimation de 28,8 milliards de barils. Lui, moi, je suis à après 47. L'expertise est à 47. Plus que ça. Voilà. Veut dire que, il y a une dévaluation qui est faite par les... il y a des détournements. Voilà, il y a des détournements, ça c'est clair. Et puis, ces détournements sont par étapes.
ça veut dire qu'au niveau des stockages, ça veut dire qu'au niveau de la distribution, au niveau des pompes, ça veut dire à la production, c'est la même chose. Parce que quand vous dites que vous allez pour l'exploration, ça vous fait 28 millions. C'est les 28 millions qui sont identifiés. Hein. Et c'est ça qu'on remet dans les cahiers de charges. Or, vous êtes à 47. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple tout à l'heure que les sociétés d'exploration qui sont autorisées, par exemple, pour aller explorer dans un domaine précis du pétrole, quand vous n'avez l'autorisation, on vous dit que prenez, par exemple, 2 millions de barils. Ça, c'est un exemple. Et si vous êtes dans le complot avec le ministre administrateur, directeur général de la SNH, qui fait ce qu'on appelle le pipe et le onshore, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, allez-y, à fond la caisse. Et c'est votre bateau qui vient transporter. Parce que c'est des bateaux qui spécialisés dans le domaine, qui viennent pomper le carburant. Vous comprenez? Donc quand vous venez, et c'est vous qui arrêtez le compteur, et le gars qui est là, qui fait les décomptes dans son cahier de charge, hein, fait des décomptes en disant au directeur général, voilà ce que j'ai donné, alors que ce n'est pas vrai. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils sont assis sur des documents dont eux seuls maîtrisent et la production financière et la production pétrolière. Donc, voilà un peu le domaine dans lequel je pense que ça devient très très sérieux. Et on ne peut pas continuer comme ça à baquer. Donc, ils ont voulu dire à un moment, non, on ne veut pas donner les chiffres. C'est faux. Le conseil d'administration existe. Il y a un conseil d'administration de la SNH qui existe et qui donne des chiffres. L'honorable Ndam demandait la parole. Oui, je voudrais juste dire que, et c'est pour toutes ces raisons que, pour la deuxième fois, je crois, le Cameroun a vu sa candidature refusée au sein de l'initiative de transparence pour les industries extractives. Et pourquoi? Justement parce qu'on demande encore au Cameroun de faire des efforts par rapport à la bonne gouvernance en matière de gestion de ces ressources naturelles, plus particulièrement le pétrole. Si vous voulez, je vais commencer par la loi de finances qui a été votée à l'Assemblée en novembre 2012, où il apparaît effectivement que les recettes pétrolières sont estimées à 28,8 millions. Et bien sûr que c'est important, le pétrole dans notre pays, comme les autres ressources naturelles, que ce soit les produits de rente, comme le café, le cacao, le coton, ou d'autres ressources minières. L'eau, c'est une ressource minière. Le diamant, les autres gaz, par exemple, on n'en fait pas toujours. La forêt, c'est une ressource minière. C'est pour vous dire que vraiment, le Cameroun regorge des ressources minières. Et notre préoccupation, souvent, c'est qu'il y a un paradoxe entre... et le Cameroun n'est pas le seul. On le remarque en Afrique centrale, généralement. Il y a un paradoxe entre les pays où il y a ces ressources minières qui sont vraiment en excédent, si vous voulez, par rapport à d'autres. Il y a une différence entre donc, cela et la pauvreté ambiante. Et quand on essaie de rentrer dans le fond pour se demander pourquoi il y a ces problèmes, on voit, vous savez, il y a eu la crise du Golfe. La crise du Golfe a fait en sorte que tous les autres puissances reviennent en Afrique pour essayer d'exploiter nos ressources. Donc, le problème, c'est souvent que maintenant, on dit que le Cameroun ne produit plus beaucoup. Mais dans les années 70-80, la production du Cameroun était importante. On était à 1000. Et maintenant, on tombe à 28,8. Donc, bien sûr, ça a chuté. Mais qu'est-ce qu'on fait même de ces 28 qui ne sont pas vraiment les 28, comme le dit monsieur? Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 28? Le problème, les raisons, c'est souvent que le cours du baril change incessamment dans le milieu. Donc, il y a déjà un problème de que le Cameroun doit faire un effort pour raffiner son pétrole lui-même. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours envoyer notre pétrole ailleurs pour réacheter le pétrole raffiné? Ça, c'est le même problème que le cacao, le café qu'on doit envoyer pour recevoir le chocolat. Donc, ça, c'est déjà ça. Maintenant, on parle de l'appropriation par les populations. Et c'est pour ça que la gouvernance est importante dans notre pays. Avant, vous le dites, c'était un sujet tabou. Le pétrole, c'était dans les... On disait, ça n'apparaissait pas dans le budget. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on parle de recettes pétrolières, on donne un chiffre, même si le chiffre n'est pas ça, mais on le donne quand même. Avant, c'était les caisses de souveraineté. Et avec les institutions de Bretton Woods, c'était une obligation pour que les institutions internationales puissent financer les projets de développement. Donc, de plus en plus, le Cameroun est rentré là-dedans, qu'il l'ait voulu ou pas, il est obligé de suivre. Et les solutions, c'est faire que les sociétés civiles dans nos pays, ce n'est pas une affaire de partis politiques seulement, c'est une affaire de
société civile, médias, partis politiques. Donc, c'est toute la population qui doit s'intéresser parce que imaginez dans un village où on extrait par exemple du bois et les populations ne sont pas impliquées dans cette extraction du bois. Il n'y a pas dans une maison des meubles dignes du bois qu'on transporte dans le village, tout simplement parce qu'il y a des concessionnaires qui viennent d'ailleurs. Et en tant que parlementaire, je me dis, lors de cette législature, on a voté le code minier. Parce qu'en matière de pétrole, dans les pays, généralement, l'encadrement juridique passe par l'adoption des lois comme le code minier ou gazier, comme on l'a fait dans notre pays. Mais dans ce code-là, ça peut être des contrats qu'on passe avec les explorateurs et les exploitants. Et donc, il y a un problème institutionnel important. Les institutions de la République doivent fonctionner parce que si les institutions politiques ne mettent pas sur pied une réglementation vraiment en vigueur et un suivi, ce qui se passe, ils le dénoncent. Tout à l'heure, il me demandait d'aller voir avec les ministères qui pouvaient régler le problème de Fumban. Là, je lui demande, mais si on est dans un pays où les institutions fonctionnent normalement, la déclaration comme ça doit pousser les inspecteurs d'aller faire des enquêtes et de voir exactement ce qui se passe et de corriger. C'est pour ça que je dis, la gouvernance dans notre pays, la transparence, la visibilité, ça doit faire en sorte qu'on comprenne que les richesses du Cameroun appartiennent au Cameroun. Ça n'appartient ni à un parti politique qui va flouer les caisses pour enrichir ses campagnes électorales et va brimer certaines populations qui ne votent pas pour lui en privant même le développement dans ces régions-là. Donc il faut faire attention. Le pétrole, c'est comme le cacao, c'est comme le coton, c'est le premier produit donc il y a un d'exportation problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance qui revient. Et les institutions qui sont là, la SNH qui est là, bien sûr qu'il y a des audits, c'est normal pour une administration, mais c'est pour ça que nous, on a toujours demandé une cour des comptes au Cameroun et non une chambre de comptes. Parce que les audits, les auditeurs, on sait très bien comment ça se passe. À la fin, ils présentent un bilan, voilà, on a contrôlé, tout s'est bien passé. Mais dans le fond, la réalité est toute différente. Donc vous estimez que c'est des rapports qui sont pas fiables. Gouvernance vraiment exigée. Problème de gouvernance dans la gestion pétrolière. Il faut rentrer dans les institutions. On est obligé de faire partie des institutions internationales comme les Transparency International. Et développer. Voilà. Vous aurez le temps. Voilà, je reviendrai là-dessus. Voilà, Emmanuel voulait également dire un mot et puis on va donner la parole à Jean-François. Je voulais rebondir. Bon, moi je suis un peu gêné parce que les problèmes du pétrole au Cameroun, d'abord c'est un domaine très sensible. Lorsqu'on aborde le domaine du pétrole au Cameroun, il faut être très, très méthodique. Et le premier couac, c'est que nous avons la représentation nationale qui est à l'Assemblée nationale. Et vous avez à côté de vous un député. député. Et j'ai à côté de moi ma voisine qui est députée. Moi, je pense qu'une telle question aurait pu être posée par l'Assemblée nationale. Où va le pétrole du Cameroun? Peut-être qu'ils me diront que on n'a jamais reçu, on n'a jamais vu vouloir recevoir les propositions de loi. Mais l'Assemblée nationale qui contient les représentants du peuple devrait poser une telle question. Moi, je dis que chez nous à l'UPC, nous n'aimons pas trop débattre sur des sujets que nous ne maîtrisons pas. Le problème, parce que vous estimez qu'il y a beaucoup d'opacité. Voilà, le problème du pétrole au Cameroun doit surgir tout le temps parce que les Camerounais ne sont pas édifiés et renseignés, informés sur le pétrole. Et ils poseront toujours ces problèmes. Mais nous disons que le pétrole, comme une denrée, depuis le temps de l'ancien président Ahidjo, parce que Ahidjo avait habitué aux Camerounais qu'il ne faut pas regarder le pétrole. C'est l'or vert qui est. Maintenant, lorsque Georges Hubert Baonga nous présente les documents, les statistiques, moi, je trouve que c'est très grave. Mais l'UPC ne peut pas prendre position sur ce sujet parce qu'il faudrait que ces documents soient examinés par l'UPC avant de prendre position. Parce que c'est un domaine très sensible. Voilà, domaine sensible d'après
Emmanuel Nguidjon, Jean-François Mbenga, vous avez suivi l'honorable dire qu'il y a un problème de gouvernance. Oui, il y a... oui, ce qui pourrait expliquer qu'on ne sache pas aujourd'hui exactement ce que le Cameroun produit et surtout de ce qui est fait de l'argent que génère le pétrole. Oui, c'est très facile de parler de gouvernance. Vous savez, en Afrique, le seul pays en Afrique qui tire de véritables revenus de son pétrole, c'est l'Algérie. L'Algérie. Pourquoi l'Algérie? Parce que l'Algérie contrôle de l'exploration à l'exploitation et de l'exploitation à la commercialisation. Or, vous savez, les technologies d'exploitation, d'exploration et d'exploitation du pétrole sont des technologies très pointues. C'est-à-dire les équipements, le capital technique coûte cher. Ce qui voudrait dire que quand vous avez un partenaire technique, vous n'avez que votre sol, avec le fameux pétrole qui est là-dedans, vous avez autour de 30% de revenus. Parce que le capital technologique coûte énormément cher, prélève autour de 70% de revenus. Parce qu'il faut amortir le matériel technique qui est en train d'exploiter le pétrole. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un article sur la Guinée. La Guinée de 1958. La Guinée équatoriale. La Guinée-Conakry. Oui. De 1958 à 2012, la Guinée a gagné 595 milliards de revenus dans le secteur minier. Or, vous savez, c'est la Guinée qui nous donne, qui est ici à IDEA, n'est-ce pas? Le minerai qu'on exploite ici, il vient de Fria, n'est-ce pas? Voilà, ça vient de Fria, c'est-à-dire l'aluminium, ça vient de Fria. L'alumine, ça vient de Fria. Donc, depuis 1958 que cette usine est installée ici. Donc, de 1958 à 2012, ils n'ont gagné que 595 milliards. Vous voyez ce que c'est? Bon, tout simplement parce que c'est un domaine que les Africains ne maîtrisent pas encore au plan technologique, au plan de la commercialisation et autres. Mais le coût le plus élevé, c'est le coût du capital technique qui exploite. Donc, dès lors que vous avez un partenaire technique, alors, ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'est ça, c'est-à-dire que nous exploitons du pétrole. C'est les autres, c'est les partenaires techniques qui sortent ce pétrole de terre, si je peux m'exprimer comme ça. C'est ces partenaires techniques qui le déclarent. Parce que, hein? Mais nous avons quand même des structures qui sont mises en place. Il y a des services détachés. Je vais vous donner par exemple, quand vous êtes par exemple d'un ministère et que vous êtes au même moment du ministère par exemple des Mines et que vous êtes au même moment dans le conseil d'administration de la SNH, on vous envoie pour un contrôle. Vous pouvez rendre un bulletin blanc. Oui, mais moi je parle des techniciens qui sont sur le terrain. Mais c'est pour ça que je vous dis que l'expertise est apportée, mais nous avons ce qu'on appelle l'autorité souveraine de gérer notre carburant en stockage, en qualité et tout, même les quantités. Alors maintenant, au niveau des revenus, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir la part qui revient aux partenaires techniques et la part de revenus qui revient au Cameroun. Le problème de la transparence. Voilà. Oui, mais justement, parce que justement, c'est cette transparence-là qu'il faut. Parce que quand on parle de revenus, les gens peuvent imaginer des milliers, des milliards, alors qu'on ne sait pas ce que le partenaire technique prend, n'est-ce pas? Les coûts. Donc vous rejoignez les coûts de production. Nous connaissons qui estimait que c'est une question sensible dont on ne maîtrise pas. Nous connaissons les coûts et on ne peut pas dire ici, parce que c'est des documents assez confidentiels, je vous rappelle, je ne peux pas dire ici donc que vous telle rejoignez société... Non, je ne rejoins pas, je donne des grands traits. Je donne la confidentialité. Parce qu'on peut mystifier. S'il vous plaît. On peut mystifier les revenus pétroliers alors que ça ne représente pas grand-chose. Non, par c'est pas rapport possible. à ce qui revient aux exploitants techniques. Je vous dis par exemple, je vous donne un exemple. Je veux prendre une ligne. Vous avez dit tout à l'heure que les Africains ne maîtrisent pas. James Onobion a 17 permis d'exploitation, d'exploration fictif. Monsieur, par exemple, comment on l'appelle, Mendozé est actionnaire à 700 millions à Cam Iron. J'ai des documents. C'est des documents assez stricts. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais je réveille la conscience pour vous dire qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui s'enrichissent et qui utilisent un saupoudrage pour dire nous ne connaissons pas ce qui se passe. Et ils trompent le chef de l'État en lui disant nous ne connaissons pas.
je veux vous donner un autre exemple. Vous savez ce qu'on appelle la péréquation des prix? Si j'entre à l'intérieur. Bon, je ne vais pas y entrer. Je ne veux pas y entrer parce que je préfère porter ma veste bleue. Bon, ok. Donc, je veux vous dire. Donc, le pétrole fait peur. Non, le pétrole ne fait pas peur. Certaines personnes ont mystifié cela et disent que le chef de l'État ne veut pas contourner le droit de regard. Pourquoi y a-t-il un conseil d'administration? C'est ça le problème. Alors, si moi, par exemple, je m'appelle Moudiki et que je suis actionnaire chez Total et Pecten, je ne peux que administrer de ma façon. Vous comprenez à peu près? Donc, aujourd'hui, 2 fois, M. Moudiki a tenté de vouloir démissionner. Pourquoi ça a été rejeté? Il doit répondre. Il faut qu'il réponde. Parce qu'il y a une expertise qui a été faite. Et il ne veut pas aujourd'hui qu'au finish, que le chef de l'État puisse lui dire, monsieur, vous avez été là, vous avez géré, répondez de vos actes. Et c'est autant de choses totalitairement que les gens veulent extirper toujours pour dire, non, ne dites pas ceci, ne dites pas cela. Il y a des sociétés maintenant aujourd'hui qui foncent dans le frélatage du carburant et qui prennent même, je connais une histoire qui se passe bizarrement au niveau de la présidence, une société qui va prendre tranquillement le carburant avec des bons de commande. Et l'individu dit qu'il est protégé par le président de la République. Or, c'est faux. Vous comprenez? Donc, ces noms, on les a. On a transmis les documents. Mais eux, aujourd'hui, le débat, moi je remercie le fait que vous ayez exposé ce débat, ça permet aux gens aujourd'hui de comprendre que le président de la République est trompé par ses collaborateurs. Et permanemment, les gens posent des actes au nom du président de la République sans toutefois tenir compte. Quand vous avez posé la question sur la tuyauterie et sur le maintien, vous savez quelle est l'inhospitalité qu'on engage dans ce qu'on appelle le matériel militaire au Cameroun? Ne serait-ce qu'en termes d'entretien, quelqu'un a assis, il a un budget pour maintenir le réseau pétrolier. Il ne le fait pas, il s'en fout. Et il dit, je mange, je m'en fous, je rends compte à étudier. C'est pas sérieux. Alors, Saint-Éloi n'a pas parlé de ce sujet-là. Je pense que c'est l'occasion, quand on suit un peu tout ce qui est dit, on a envie de penser que le pétrole est une malédiction. J'avais quelques difficultés à partir du moment où j'estimais que M. Baolac n'avait pas qualité pour parler des questions pétrolières. Mais depuis qu'il nous a produit le document et quand je vois les missions qui sont assignées à la structure dont il a la charge, je comprends qu'il fait son travail. Il nous a communiqué des chiffres. La SNH a une production de 28 millions de barils. C'est une estimation pour l'année 2013. 2013. C'est une estimation et que le sous-sol du Cameroun a un potentiel de 30 milliards de barils. Qui est sous-exploité jusqu'ici. Et que la contribution du pétrole au budget de l'État est de 562 milliards. Vous voyez déjà que la différence qu'il y a entre la capacité de production du Cameroun, qui devrait se situer au même rang que beaucoup de pays comme l'Algérie et de pays admis à l'OPEP, ça fait un peu froid au dos. Et quand M. Baola nous rend son expertise, il nous dit que la production n'est pas de 28 millions de barils. La production est en fait de 47 millions de barils pour un montant estimé à 1500 milliards de contributions que l'État peut faire. Donc pour une année à 4500 milliards. Vous voyez, vous comprenez aisément que quand vous avez des chiffres comme celui-ci, qu'un monsieur plein d'orgueil comme le président Obiangema Mbazogo ait décidé de construire une capitale. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent. Ça signifie que le pétrole génère de l'argent. Et le problème que Baolac pose est le même qui s'est posé au niveau des paysages routiers, où on a versé aux caisses de l'État des sommes journalières parfois de 300 000. Or, la CONAC s'est rendue sur place et en 1 heure de temps a encaissé 1 million et poussière. Donc, il y a un problème de gouvernance qui est général. Je refuse de m'inscrire dans le registre polémique dans lequel s'est inscrite Mme Patricia Ndamjoya pour régler cette question. C'est une question qui concerne tous les Camerounais. La question de gouvernance, elle n'est pas inhérente au RDPC, elle est inhérente à tout le Cameroun. Donc, il nous appartient à nous tous, c'est-à-dire partis politiques, responsables politiques, intellectuels et tout le monde, de procéder à la pédagogie des enjeux du combat de la corruption. Et ça, c'est une affaire de longue haleine. Donc, nous devons nous tenir main dans la main. Je dis que j'ai froid au dos
Et j'ai peur. Quand vous vous rendez donc compte, et c'est pour ça que je finis par comprendre pourquoi les sociétés de pétrole se sont multipliées. Vous arrivez à Douala, nous étions habitués à Total, Shell, Mobil et autres. Aujourd'hui, vous avez des noms, vous ne pouvez même pas les retenir. Et aujourd'hui, à Yaoundé, on avait pour référence dans les quartiers, je vais à Shell Obili, je vais à Mobil Essence, vous voyez, on a même du mal à se situer. Et vous vous rendez donc compte que dans le pétrole aujourd'hui, M. Moudiki, qui produit le pétrole, est grabataire. Ça fait des années, tout le monde le sait. Peut-être parce qu'il voudrait faire une fuite en avant, comme le disait M. Baola, parce qu'il devrait rendre des comptes. Mais il est grabataire. Et que M. Talba, qui est directeur général et administrateur à la SRH, il est directeur général de la CSPH, il est président du conseil d'administration de la SCDP, et aujourd'hui directeur général de la Sonara. Vous voyez que la politique d'accaparation, d'appropriation et d'exclusion menée par un certain nombre de réseaux qui voudraient justement rendre occulte la gestion du pétrole ne va pas nous permettre de comprendre grand-chose. Donc, moi je dis à M. Baola, vraiment continuer, ça nous permet, les Camerounais ont le droit de savoir comment est géré leur pétrole et où il s'en va. Plus des personnes qui se réclament du RDPC, je dis, la gouvernance a des problèmes dans ce parti et le président lui-même l'a souligné plus d'une fois. Voilà, un deuxième. Oui. À l'interpellation en tant que parlementaire que m'a adressé l'UPC, la seule UPC, il y tient, l'unique. Donc, je voudrais dire que j'ai remarqué que les députés n'ont pas beaucoup abordé la question du pétrole lors des interpellations du gouvernement. Et cela ne nous a pas surpris parce qu'on se rend compte que avec la discipline, si vous voulez, du parti, les députés qui sont majoritaires, des fois, ne peuvent pas aborder sous sanction, sinon ils vont avoir des sanctions. Ça, c'est ce que je pense. Mais je ne sais pas si, dans le fond, c'est vrai. Mais je voudrais vous faire comprendre qu'au niveau de l'Assemblée, il y a des problèmes même déjà de législation, parce que là, c'est un problème de contrôle. Quand on interpelle le gouvernement pour lui demander où va l'argent du pétrole, comme on l'a interpellé pour la question de la Camer, pour les autres questions, par exemple, de opérations épervier et tout, malheureusement, il y a les questions orales, mais il y a les lois. Il y a un manque juridique, je le dis en tant que parlementaire, par rapport aux tests de loi dans le domaine du foncier, du minier, parce qu'il y a un chevauchement, nos lois sont désuètes, ce qui fait que quand un explorateur va avoir son contrat, comme le ministre a signé là, il va rentrer dans le terrain et il va aller explorer là où normalement l'environnement, le parc, parce qu'on veut préserver la nature, il va aller le faire parce qu'il a parce que la loi permet qu'il le fasse, même si c'est dans un terrain qui n'est pas permis, parce qu'il y a un problème de préservation. Donc, au niveau du cadre juridique au Cameroun, il y a un travail à faire au niveau du Parlement, c'est-à-dire il faut que les textes législatifs qui s'occupent du foncier et du minier, qui se chevauchent pour l'instant, puissent être harmonisés et qu'on sache exactement que l'exploitant va de là à là. Et maintenant, par rapport au contrat, on invite tous ceux qui exploitent le pétrole et ceux qui sont des concessionnaires à publier, par exemple, l'entreprise qui est concessionnaire a l'obligation de publier ce qu'il tire comme ressources. Et l'État du Cameroun a l'obligation de publier les recettes qu'il tire du pétrole. Donc, vous voyez que tout cela est contourné. Quand on interroge même les responsables de SNH et tout, ils ne donnent jamais les chiffres exacts. Donc, ce que nous, on peut faire, je vous ai dit, c'est des voies de solution. Au niveau de l'Assemblée, déjà, interpeller le gouvernement pour voir où l'argent du pétrole va. Adopter les lois pour essayer de faire en sorte que sur le terrain, il n'y ait pas, de chevauchement, faire en sorte que les concessionnaires respectent. Les concessionnaires ne respectent pas parce qu'il y a des pots de vin qu'ils passent aux membres du gouvernement et à leurs amis. Donc, il y a des positions que nous, on peut prendre. Et l'intégration sous-régionale est importante. Regardez, on est au Cameroun, il y a la Guinée équatoriale, il y a le grand Nigeria qui est le premier producteur africain à côté de nous. On devait tirer vraiment. Il y a le Tchad qui commence à s'agiter.
et qui est en train de faire en sorte que le Cameroun va se retrouver à côté par rapport aux ressources du Tchad même. Donc on devrait faire en sorte aussi et de mettre en préoccupation cette intégration sous-régionale qui peut nous permettre d'acquérir le matériel, par exemple des stations, et de pouvoir se passer des Total ou des Elf ou je ne sais pas quoi. Par exemple, ça c'est des positions vraiment courageuses. Et pour qu'il y ait et pour que on y arrive, il faut vraiment travailler. Et ça m'amène à vous demander, par exemple, si l'Assemblée nationale, comme une institution, comme contre-pied de l'exécutif, n'est pas capable de le faire, je ne sais pas, le Sénat que vous êtes en train de créer maintenant, je ne sais pas ce qu'il va venir faire en plus si déjà l'Assemblée nationale ne peut pas jouer ce rôle-là. Donc, c'est pour ça que je dis, créer des institutions pour les créer, mais il faut qu'ils fonctionnent. Un exécutif ne doit pas vraiment s'asseoir sur... À l'origine, les trois pouvoirs devaient être complémentaires. La justice ne doit pas être vraiment noyée par l'exécutif. Les procureurs, les magistrats, ils doivent faire leur travail pour poursuivre, pour les enquêtes et tout. Et c'est la condition pour le développement. Donc vous revenez sur la question de la gouvernance. Bon, on a quand même, vous avez évoqué tout à l'heure, certains pays autour de nous qui sont en train de sortir du sous-développement et qui exploitent le pétrole. On a pris le cas de la Guinée équatoriale qui aujourd'hui devient un exemple au niveau de l'Afrique centrale avec les revenus du pétrole. On a le Tchad également qui est en train de faire des avancées. Qu'est-ce qui explique qu'on dise que le Cameroun est très riche dans son sous-sol, mais que le développement semble plutôt avoir du plomb dans l'aile? Alors, je voulais un peu vous céder l'assiette. S'il y a 4 députés, 3 peuvent être des exploitants. Salih Daïro a une société, par exemple. Donc vous estimez que les membres du Parlement... Vous me perturbez. Les gens me suivent. Oh. Voilà, allez-y, monsieur Barreau. Vraiment, Salih Daïro a une société transcontinentale. Vous comprenez? Ils sont comme ça en palette. Le président de l'Assemblée nationale est mêlé dans le carburant. Vous comprenez les histoires comme ça? Donc, Kavaye ne peut que raisonner comme ça. Les chambres d'homologation, vous allez recevoir comment? Dès lors qu'ils sont eux-mêmes des principaux. Vous comprenez à peu près? Donc, ça devient difficile. Est-ce que vous comprenez? Pendant que vous réfléchissez, lui vient vous dire, il ouvre la session, il demande combien de camions sont passés pour aller reverser du côté du Tchad. Des cas fiscaux sur ça. Par exemple, la sécurité du pipeline qui part de Doba au budget, mais a été abandonné à une société de gardiennage. Vous savez quelle société? Une société qui appartient à un ministre. Vous comprenez? Ils n'ont même pas les baguettes pour protéger ce qu'on appelle les domaines privilégiés. Vous comprenez? Et c'est une société sénégalais qui a la société là. Suivez mon regard. Vous comprenez? Même le vous imaginez ça? Donc, madame la députée, je voulais vous dire qu'il y a un problème conséquent. Le grenier mord lui-même ses graines et il ne peut pas vous dire, comme vous voyez, voici ce qui se passe. Vous comprenez à peu près? Donc, toutes les sociétés que vous voyez aujourd'hui de distribution, que ce soit des dépôts, disons des distributions, là, sont des sociétés prête-noms. Il y a 4 à 5 fonctionnaires qui sont actionnaires. Vous ne pouvez pas dire, Paul il n'y en a rien, c'est lui le comptable. Mais tout le monde a quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous êtes secrétaire général adjoint à la présidence. On vous envoie un dossier. On vous dit que dans le domaine, à la Sonara, il faut, par exemple, une société d'exploration. Parce que moi, je m'appelle Foula Séraphin. Je préfère me doter de 750 millions d'une petite parcelle en Europe. Faire un petit jardin devant ma maison du côté, je ne sais pas, un peu de la sortie. Nous connaissons la maison là, après la maison jaune. Hein? Voilà. Et c'est comme ça qu'on vit. Et au nom de quoi? Au nom de la solidarité, du grand banditisme. Vous comprenez à peu près? Et l'escalier jaune, quand vous montez là-bas, quand le parapheur descend, c'est eux qui dictent les lois, c'est eux qui corrigent. Le tout nouveau secrétaire général n'a que ses yeux pour pleurer. Monsieur Ngor, il ne peut pas les gérer. C'est des bandits. Soyons quand même responsables. Je vous dis, bandit. Je ne veux pas dire, pas à col blanc, mais bandit entre guillemets. Je voulais simplement dire que dans ma responsabilité, et comme j'ai des documents, vous ne m'amènerez nulle part. J'ai mes documents et je suis doté. Non, je voulais vous dire, c'est la vérité. Et je suis très émotif de ce que, quand on sait qu'il manque dans un dispensaire, quand on sait qu'on manque un puits d'eau, qui coûte 4,9 millions pour le creuser, et des individus s'asseyent comme ça, et narguent la République, personne n'a rien à leur dire. L'Assemblée nationale s'assoit, madame la députée, quand elle arrive avec un bon sac bien parfumé de parfum, ils vont là, ils nous disent des choses. Vous avez des documents. Vous, vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez... Ok. C'est sérieux. Voilà, on vous on ne marche pas
dans ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Ils ont émargé Dans avant la la palais rentrée public, par sans que nous sommes quand même des Camerounais. Nous ne sommes pas des gens qui... Nous ne sommes pas de passage. Il y a un problème de volonté politique. Voilà. Oui. Il y a un problème de volonté politique dans le domaine pétrolier. Oui, moi je Est-ce voudrais que savoir, parce que jusque-là, je trouve ce secteur-là complexe par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là. Maintenant, la société technique de M. Baola, est-ce que votre finalité, votre rôle, c'est juste dénoncer? Est-ce qu'il y a une structure de sanctions? C'est-à-dire que les résultats de vos enquêtes, que vous puissiez les porter à la hauteur d'une structure qui a le pouvoir de sanction. Ou alors, vous dénoncez, vous avez votre enveloppe, parce que vous aussi vous êtes payé en pétrodollars, vous avez votre enveloppe et vous continuez de faire du tapage et ça s'arrête là. Et pendant ça, alors que vous nous dessinez là les contours d'un gros scandale. C'est les contours d'un gros scandale que vous nous exposez là. Je ne voulais pas vous retirer la prise de parole pour vous dire que si je voulais manger dans le groupe là, je ne viendrais pas ici. Vous avez compris? Il faut avoir un sens de patriotisme très élevé. Non, je crois Parce même que... Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans Vous comprenez? Ça veut dire que si vous lavez avec du pétrole, vous n'avez pas besoin de regarder si le voisin ne mange pas. Vous comprenez? Mais comme je suis Camerounais, et je me dis, tout le monde, ça a 3 mois tout seul. Je suis pieux parce que je suis né dans une famille pieuse. Mon père est chef d'État. Vous savez pourquoi je dis? Parce que c'est lui le seul qui va faire le bilan. Je ne veux pas qu'on arrête mon père demain et que le Camerounais aille dire, ce monsieur a volé du pétrole. Non, non, je sais pourquoi je le fais. Les gens ne comprennent pas mon entêtement. Mon problème, c'est d'établir les responsabilités. Où chacun dans son couloir. Moi, je ne payerai pas les dettes des autres. Que je suis assis dans mon bureau, parce que je suis le fils aîné de Paul Biya, je porte mon costume. Madame la députée décide là-bas à l'Assemblée qu'elle allait l'arrêter parce que nous avons voté une loi. Mais ça ne va pas. Il faut que chacun soit dans son couloir. Et c'est ça qui est mauvais dans un autre pays. Qui mange doit manger en prenant ses responsabilités. Voilà. Je voulais simplement vous dire, pour répondre à votre question, simplement pour vous dire que nos travaux sont remis à qui le droit et il y a des sanctions qui suivent. Je crois que ceux qui sont dans la profession savent qui sanctionne. Voilà, on va sortir, hein, on va sortir de... Vous savez, nous sommes une télévision panafricaine et aujourd'hui, on a célébré la journée de la CEMAC. On va en parler dans quelques instants avec une interview. Le temps de donner la parole aux uns aux autres. Pour conclure, finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette affaire du pétrole? Il y a beaucoup d'argent, mais on ne sait pas comment est-ce que cela est géré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème pétrole, que je l'ai dit tantôt, est un problème complexe. Il faut vraiment une volonté politique. Pourquoi? Il dit qu'il faut la volonté politique. De part et d'autre. Moi, je suis... Et quand vous dites volonté politique, vous pensez à quoi précisément? Je suis peut-être édifié par les expertises de Baola, mais il faut que ces expertises soient mises à la place publique pour qu'on sache. C'est déjà mis à la place publique. Ah non. Ça, moi, je viens de découvrir. Vous les découvrez sur ce voilà, à plateau. l'instant. Donc, Je écoutez, donc, c'est vous qui connaissez ces problèmes. Vous l'avez vécu Et beaucoup de Camerounais aussi. en profondeur. Beaucoup de Camerounais, peut-être, les C'est Camerounais souvent peut-être. connaîtraient ce problème dans les explications que vous avez. Mais tant que vous les gardez dans votre sac, ou bien vous remettez à qui des droits, nous, les Camerounais ne sauront jamais. Bon, donc... Bon, ça veut dire qu'il voulait Donc, pour aller donner à l'UPC. Volonté politique. Pourquoi pas? Ok, on retient. Alors, La représentation nationale se plaint qu'elle n'a pas... Même la représentation nationale n'avait pas ce papier, je suis sûr. Vous l'avez? Non, Non, pour non, moi, pas du ce n'est tout. pas un problème de... Bon. Moi, nous disons au contraire que la société civile au Cameroun doit être de plus en plus impliquée et que le pétrole, c'est vraiment pour nous comme une ressource comme toutes les autres, ce n'est pas l'unique. On attend à peu près 750, le gouvernement attend à peu près, en recettes non pétrolières, on attend 1950 peut-être milliards. En recettes pétrolières, c'est 750 milliards à peu près pour les attentes du gouvernement. Donc le pétrole n'est pas la seule manne du Cameroun. Mais elle est importante. Et donc, je ne voudrais pas que l'UPC pense que c'est un problème délicat. Au contraire, le pétrole nous appartient. C'est une richesse pour nous, pour nos enfants,
pour nos futurs petits-enfants. Et ça peut faire que notre pays soit vraiment développé dans le sens où on peut acquérir, on peut commencer à faire comme la Guinée équatoriale. Je suis allée en Guinée équatoriale l'année dernière 2 fois et j'étais vraiment édifiée. Et si c'est l'argent du pétrole qui fait en sorte qu'il se transforme de la sorte, j'aimerais que le Cameroun puisse prendre cette direction. Donc j'ai dit des voies de solution. Au niveau de l'Assemblée, voter des lois. Au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, contrôler effectivement et ne pas jouer parce qu'on a des parts dans l'entreprise. Quand c'est comme ça, il faut sanctionner. C'est pour ça que la CONAC, toutes ces institutions-là, tous ces inspecteurs, le tribunal criminel qu'on vient d'ouvrir là, il est là pour les détournements publics parce que le pétrole est détourné, l'argent du pouvoir est détourné. Donc, il faut que le chef de l'État qui, selon vous, est tout le temps trompé, il faut qu'il prenne ses responsabilités en main parce qu'il est là pour un mandat et il est là pour une responsabilité. Il faut qu'il agisse pour comprendre qu'il y a un problème. Alors, qui est le responsable du problème et qu'il sanctionne, pas pour sanctionner. Volonté politique, c'est traduction dans les faits. C'est adoption des lois, contrôle effectif, suivi et sanction, application des recommandations internationales, parce que le Cameroun n'est pas un îlot. On est dans la sous-région, je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui voulaient qui étaient vraiment fâchés après la disparition de Kadhafi, parce que bien sûr, Kadhafi avait une idée de vouloir faire en sorte que l'Afrique puisse être un peu plus indépendante par rapport à ses concessionnaires étrangers. C'est autant je sais au moins qu'on peut faire quelque chose. Le Cameroun peut exiger la transparence. Le Cameroun peut le faire. Donc, il y a ce qu'on maîtrise. Faisons-les déjà. Nous avons un Parlement, votons les lois, exigeons de nos concessionnaires d'être transparents. C'est votre Parlement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vos députés. C'est votre majorité. Je voulais chuter pour dire que... Je voulais chuter pour dire que... Parce qu'on a interpellé certaines personnes, les opérateurs dans les secteurs pétroliers. Je suis sûr que ces opérateurs sont capables de venir éclairer les populations camerounaises. Parce que, oui, justement, parce que vous les avez interpellés. Moi, je les invite donc à venir donner de la lumière sur cette affaire de pétrole. Transparence. Alors, Jean-François. Oui, mais moi, je pense qu'il faut restaurer, c'est-à-dire le pouvoir, l'autorité de ces structures qu'on a mises en place. On a mis en place 2 structures de manière qui sont pertinentes, n'est-ce pas? C'est-à-dire une société d'exploration et d'exploitation de pétrole et une société qui s'occupe de la péréquation au niveau, etc. Donc, c'est 2 structures valables maintenant qui, manifestement, ont perdu de leur autorité à cause de la corruption. Parce que, disons-le, c'est-à-dire que la corruption a envahi les 2 structures et ça se traite entre copains, entre amis, etc., etc. Donc, il faut refaire ces 2 maisons-là pour que la confiance revienne dans l'exploitation de ce pétrole-là. Alors, refaire les 2 maisons, vous parlez de la SNH, oui, de la CSPH, et de la CSPH. On a également la Sonara qui vient de voir de nouveaux responsables. Bon. Alors, Saint-Éloi Abidon, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Camerounais lambda puisse être au courant de ce que son pays produit et surtout ce que rapporte le pétrole? Je m'insurge un peu contre l'attitude de M. Guidjol et de M. Mabenga, qui passent leur temps à dire que c'est une affaire très délicate. On se croirait un peu à l'époque d'Aïdjo. Et c'est pour ça Est-ce que vous pouvez pour avoir les chiffres exacts? Pour paraphraser M. Chiroma, M. Biya est un homme formidable. Parce que voilà un monsieur qui nous a permis de nous asseoir publiquement pour débattre des choses graves, sans pour autant être inquiété. Quand M. Baolac vous dit ce qu'il dit, c'est grave. Mais j'ai appris que quand on est assis sous un arbre, s'il tombe des mangues, sachez que vous êtes sous un manguier. C'est l'office du président, il sait de quoi il parle. C'est le contrôleur des hydrocarbures, il sait de quoi il parle. Et je voudrais juste chuter en disant que le président Biya a lancé le renouvellement de l'élite politique, avoir la perspicacité dont fait preuve
Madame Ndamjoya, j'ai dit que pour une nouvelle dynamique, puisque moi-même j'aspire à devenir président national du RDPC, et Bonne la chance. perspicacité dont vous faites preuve, si vous devenez présidente de l'UDC, je crois qu'on n'aura pas du mal à s'entendre et on pourra faire des choses ensemble. Enfin, on peut dire que c'est la réconciliation sur ce plateau. On est très content. Alors, Georges Gilbert Baola, en guise de conclusion, vous qui êtes dans le domaine, jusqu'où comptez-vous aller pour que la question du pétrole c'est très simple. trouve une solution il y a au beaucoup Cameroun? de solutions. On a trouvé plusieurs solutions. Je voulais évoquer seulement une ligne ou deux. Il faut refaire une traçabilité de la gestion du pétrole, c'est tout. Avoir un sens de patriotisme et de développement. Ça veut dire qu'on tire quand même les marrons du feu pour développer notre pays. Vous ne pouvez pas avoir une SNH qui est comme un bureau ici. La SNH ici est comparativement ici en Guinée comme un bureau là où on vient faire le marketage. Ce ne sont pas des joyaux. Parce que vous ne pouvez pas être assis sur de l'or et vous êtes peint en noir. Donc c'est un peu ça. On ne refuse pas qu'il y ait même des avantages de service. Mais ne devenez pas mangeur, vous ramassez tout, même la casserole, vous broyez, ce n'est plus normal. Et aujourd'hui, c'est quoi? Il va falloir que les Camerounais prennent sur leur dos de dire ça, ce n'est pas bien fait. Je ne veux pas donner le nom de cette policière qui fait par intime confidence, je respecte une dame. Si elle n'était pas là-dessus, vous ne disiez pas, moi je donnais son nom. Elle est à la Sonara. Elle est spécialiste en ce qu'on appelle en mélange, je veux parler comme au Castille, en mélange dépotage de carburant. Elle est inspecteur de police. Je parle sous la diligence du DGSN qui peut savoir quel est l'élément qui est là-bas, qui travaille, qu'on aille découvrir. Cette femme parle en termes de millions et d'immeubles. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous n'avez pas le souci de nos enfants. On fait des enfants. Où est-ce qu'ils iront? Ils iront vivre où? Au désert? Payer plutôt nos rentes et comment on appelle ça? Nos dettes. C'est un peu dans ce sens. Je voulais un peu que le Cameroun soit un pays peut-être pas identitaire parce que c'est la grande relation, mais qu'on fasse semblant. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays, un seul individu, je connais un monsieur qui est à Douala, qui fait dans l'exploration, je ne vous dis pas. Ça dit, il est assis, il mange, il avale du carburant, il ne dit rien à personne. Et c'est un peu ça. Monsieur me touche s'il est gentil. Je chute pas là. Oui, chuter. La traçabilité qui sera faite par tous ceux qui sont dans le domaine va faire que notre pays se développe. Mais si Metuk est gentil, si on interpelle 20 personnes, il y aura 17 ministres dans l'histoire du pétrole là. Parce que les gens entendent seulement avec les oreilles. C'est compliqué. Ça dit, c'est des choses. Moi, je connais le ministre des Finances, ou bien l'ancien ministre des Finances, pendant une réunion, je vais le rappeler, il est dans une cellule du côté de la gendarmerie. Il ne va pas m'attraper au sorti d'ici pour une bagarre. Pendant qu'ils sont en train de sortir de la réunion, on a invité aussi le directeur général et il dit à M. Metuk, mais vous piquez beaucoup d'argent, vous ne me renvoyez pas l'ascenseur. Ça, je le dis je jure sur la Bible parce que j'ai vécu ça, ce n'est pas qu'on m'a dit. Donc, c'est des choses où, quand vous voyez comment les gens s'amusent avec le pays, on ne peut pas s'amuser comme ça. Et au sortir de là, Metuk aussi dit, vous aussi, vous avez donné à votre femme un marché de 500 millions pour mettre rien que la moquette dans votre bureau. Voilà comment on se partage l'argent. Et c'est pas bien. Ok. Voilà. On va lire les messages, le temps que la régie nous apprête cet extrait sur la CEMAC, parce qu'on a des structures qui pourraient peut-être aider à voir un peu plus clair dans la gestion des secteurs comme celui du pétrole au Cameroun, des structures qui forment des Africains dans le domaine de la statistique. C'est tout à l'heure le temps pour nous de lire très rapidement. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous ne lirons plus les messages qui ne sont pas signés parce que ce n'est pas responsable de le faire. Alors, les partis d'opposition sont plus dangereux que le RDPC. Tous veulent manger. Biya a échoué, mais laissez-le préparer sa sortie. Frundi a tué 2 personnes. Il est où avec son chauffeur? La question est donc de Yvette qui n'a pas envoyé le lieu. Madame, c'est un débat et non une réunion de femmes du quartier. Respecter les autres panélistes. Je pense qu'on s'adresse à nos là. Le Sénat, une mangeoire de plus. À quoi sert le Sénat? La question est posée. Je pense qu'on a longtemps expliqué à quoi sert le Sénat dans un pays. Nous constatons que votre plateau regorge plus de militants du RDPC contre la seule opposante, Patricia. N'oubliez
pas surtout que Gilbert est le fils biologique de Paul Biya, Diofan Eli depuis Douala, qui envoie donc ce message. Je pense que c'est un plateau qui est quand même assez équilibré. On a également un représentant de l'UPC. On a aussi un militant du RDPC qui n'est pas de ces militants qu'on a toujours connus dans les rangs de ce parti. Monsieur Banoula, merci, merci, merci encore. Que le RDPC ait l'humilité de reconnaître l'échec. C'est un message qui n'a pas été signé. C'est la toute dernière fois qu'on le fait. Madame Ndamjoya, Monsieur Paul Biya, bon, je pense qu'il y a une erreur. Monsieur Paul Biya est maire. S'il vous plaît, parlez au... Est marié. Ah, est marié, je m'excuse. Parler au président de la République, c'est Bekim qui envoie ce message. Bonsoir Monsieur Eya, vous êtes un grand journaliste, bon, merci, mais votre arbitrage me déçoit. Bon, ça aussi, ça peut se comprendre. Parfois, il arrive que les panélistes soient incontrôlables, mais je sais que sur ce plateau, on a des responsables honorables. Respectez les autres panélistes pour que vive le débat. C'est un message qui vient de Douala et c'est monsieur Djok, je crois, qui envoie. Félicitations honorables, vous nous faites plaisir. C'est même qui Banoula, bon, c'est un peu dit comme au quartier. Vraiment, il manque de culture politique et tout le reste. Voilà les gens qui écument nos médias. C'est regrettable. Bon, c'est un message de monsieur Ndjok depuis Makepe. C'est à Douala, la capitale économique du Cameroun. La notion de démocratie n'est pas propre aux Africains. Cela explique tout le tripatouillage électoral qu'il y a au Cameroun. Sinon, comment expliquer cette improvisation maladroite taillée à la mesure pour le RDPC? C'est Eric de Douala qui envoie cet autre message. Bon, un maire toujours en blanc dans une ville sale. Un maire toujours en blanc dans une ville sale. UDC, qu'avez-vous fait dans le Noun depuis votre règne? Faites bien la petite, vous réussirez la grande. Bon, c'est un message en tout cas qui vient de Fumban. Je crois que c'est Steve depuis Fumban qui dit que le maire est toujours en blanc, mais que la ville est toujours sale. Alors, qu'est-ce que l'UDC a fait depuis que vous êtes aux commandes de cette mairie? Du courage honorable, demandez au RDPC que dans la liste de ses candidats à cette tricherie du RDPC, il y a combien de jeunes, de femmes? Blaise depuis Bafoussam qui envoie ce message, qui vous encourage honorable. Bonsoir, c'est Titus depuis Douala. Demande à Ndamjoya s'il n'y a que les Ndamjoya à l'UPC. À l'UDC, pardon. À l'UDC. C'est aussi une question qui est posée. Juste savoir s'il n'y a pas d'autres femmes à l'UDC pour être députées. C'est un message qui est signé de Romain. Bonsoir, vivement que l'horloge biologique travaille dans les deux sens, opposition comme RDPC, pour sauver le peuple mortifié et attentiste à souhait. C'est un message qui vient de Douala également. Le soi-disant fils de Biya doit se taire, qu'il arrête de distraire les Camerounais. Cyprien depuis Madagascar qui s'adresse donc à M. Banoula. M. Banoula est un homme dangereux. Parler des biens d'autrui en direct est une grosse jalousie. Peter Sama depuis Boya. Bonsoir à vous en studio. S'il vous plaît, madame, soyez respectueuse pour mieux évoluer et pour mieux vous faire comprendre. Laissez parler les autres. Salut, l'honorable doit se respecter. Bon, l'UDC Ndamjoya est président de son parti et maire, son épouse est députée. Il n'y a que eux à l'UDC, c'est une question qui est posée. Ils veulent diriger le Cameroun. C'est donc Paul de Douala qui envoie ce message. Si le Podol revenait en songe, vous posant la question qui est devenu l'UPC, que lui répondriez-vous? C'est Mbom Jules depuis Douala. Il parle sûrement le Podol, c'est Pondol, voilà. Oumniobé. Bon, s'il revenait aujourd'hui et qui vous demandait ce que vous avez fait de l'UPC,
qu'est-ce que vous allez répondre? Je pense que la question vous est adressée. Comment ce monsieur de l'UPC n'accepte pas qu'il y a plusieurs UPC? Si les autres sont illégales, pourquoi Elekam a validé leur liste? Il faut dire que jusqu'ici, Elekam a reçu les listes des candidats, mais que celles-ci, sauf si ça a changé au moment où nous sommes entrés, n'ont pas encore été validées. Elekam aura une date à laquelle elle va communiquer donc les listes des candidats qui ont été validés pour participer à cette élection. Bonsoir, c'est Aziz depuis Garoua. Dites au monsieur en veste rouge, j'imagine qu'on s'adresse à Saint-Éloi, que le devoir du président n'est pas de reconstituer l'opposition. C'est le cas. Si c'est le cas, on ne parlera pas de démocratie au Cameroun. La notion de démocratie n'est pas propre aux Africains. Cela explique tout le tripatouillage électoral. Bon, je pense que c'est un message qui a été lu. Beaucoup de messages. On remercie tous ceux qui prennent de leur temps pour nous regarder sur Afrique Média. Le temps pour nous de regarder très rapidement cette interview qui a été faite dans le cadre de la 5e journée de la CEMAC. On parle là d'intégration avec une structure qui forme en statistique, mais l'intégration au niveau de l'Afrique centrale a peut-être des problèmes. Mais le commissaire qui était là pour superviser l'événement au Cameroun estime qu'il y a bon espoir que les choses aillent dans le bon sens. Si la régie est prête, on va donc suivre cette interview qui a été réalisée par Afrique Média dans le cadre de cette célébration de la CEMAC, la communauté des États de l'Afrique centrale. Suivez plutôt. C'est la première fois que l'ICA et même les autres institutions, toutes les autres institutions spécialisées de la CEMAC sont associées à l'organisation de cette journée de la CEMAC. Auparavant, la représentation célébrait la journée intramuros là-bas. Et donc cette année, on nous a demandé de contribuer. Donc chaque institution doit pouvoir proposer une activité. Et donc l'ICA a proposé donc cette journée porte ouverte pour marquer sa participation dans l'organisation de cette journée. Alors, vous avez choisi un thème pour cette journée porte ouverte. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le thème, il est tout à fait complémentaire du thème retenu par la commission de la CEMAC. Alors, le thème de la commission de la CEMAC, c'est une intégration accélérée pour une CEMAC émergente. Et le thème retenu par l'ICA, c'est une formation d'excellence pour une intégration économique et sociale réussie dans la zone CEMAC. Ce thème est choisi pourquoi? Parce que nous sommes quelque part, institutions spécialisées, nous sommes les bras armés de la commission de la CEMAC. L'ICA, de par sa spécificité, est là pour fournir des cadres supérieurs en statistique. Vous savez très bien que les statistiques sont donc un instrument important en matière d'aide à la décision. Donc nous contribuons largement à la réalisation, à l'atteinte des objectifs de la CEMAC. L'ICA a 3 missions essentielles depuis sa création. Ces 3 missions sont la formation initiale, la formation continue et le recyclage, et la recherche appliquée. Voilà les 3 missions. Mais la mission principale, c'est vraiment la formation des statisticiens pour fournir tous les pays de la communauté. Donc, nous avons 3 cycles de formation. Nous formons à Bac+2, à Bac+4 et à Bac+6. L'entrée à l'ICA se fait que par concours. Donc il n'y a pas d'arrangement possible. Donc dans les 3 cycles, c'est quoi? Ce sont les techniciens supérieurs en statistique. Donc un premier niveau, ce sont des gens qui vont sur le terrain pour collecter les données. On forme à un niveau intermédiaire d'ingénieurs de travaux, je dirais. On les appelle des ingénieurs d'application de la statistique. Donc eux, ils passent le concours avec leur bac, on les forme pendant 4 ans. Ensuite, au-delà, donc ça c'est vraiment la crème de notre formation, c'est l'ICE, les ingénieurs statisticiens économistes. Et ceux-là, ils passent un concours aussi pour entrer, mais le niveau exigé, c'est d'abord une licence.
Donc c'est des gens qui ont généralement déjà un bac plus 3, donc 3 ans d'études supérieures derrière, et on les forme pendant 3 ans. On essaye de les mettre au niveau des masters. Bon, ils sortent à bac plus 6, hein, si on comptabilise de façon linéaire les années. Hein. Licence 3 ans et 3 ans de formation, ça fait bac plus 6. Mais, généralement, dans le nouveau système LMD, ils sortent au niveau master. Donc l'année supplémentaire nous permet en fait de les calibrer, de leur apporter les connaissances théoriques qui leur manquent. Hein, parce que c'est quand même une école d'ingénieurs. Hein. Ce n'est pas une formation théorique classique type université. Alors les étudiants, ils viennent d'où? Les étudiants viennent de tout horizon. C'est toute l'Afrique qui se retrouve à l'ICA. D'abord, le public cible, ce sont les étudiants de la CEMAC. Hein, 6 pays de la CEMAC. Ensuite, il y a quelques étudiants, espace CEAC, RDC au Congo, etc. Et on se rend compte, si vous regardez aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui se retrouve. Mais c'est tout à fait normal, parce que l'ICA est un pôle d'excellence. Mais nous sommes limités par nos capacités d'accueil. Sinon, on aimerait bien recevoir tout le monde. Alors, est-ce que quelque chose est fait dans le sens d'agrandir? Absolument, parce que c'est une contrainte assez grande. Donc, nous avons introduit une demande auprès des autorités camerounaises pour leur demander de nous attribuer un terrain pour construire le campus de l'ICA. Il n'y a pas longtemps, hein, au mois de février, j'étais à Bangui, j'ai fait un déplacement à Bangui pour rencontrer les membres de la commission CEMAC. J'ai donc été reçu par le président de la commission avec la plupart des commissaires et ils ont été très attentifs à cette problématique. Et donc au niveau financement, la communauté, la commission de la CEMAC est prête. Maintenant, la balle est dans le camp des autorités ici camerounaises qu'on se rencontre régulièrement pour le suivi de ce dossier. C'est vraiment vital pour le développement et pour faire de l'ICA vraiment le pôle de formation d'excellence. Voilà. Retour donc en plateau après cet extrait dans le cadre de la 5e journée de la CEMAC qui s'est donc célébrée ce jour même. Et c'était donc à l'ICA que cela s'est passé. Jean-François, l'intégration, apparemment, vous pensez que c'est un slogan? Oui, ce qu'il vient de dire, en fait, c'est quoi? C'était un discours de promotion, et la promotion de l'école, etc. Qui est un bras séculier de la CEMAC. Mais c'est une très bonne chose, mais je dis qu'à ce niveau-là, nos frontières restent encore fermées. C'est-à-dire au niveau de la circulation des biens et des personnes, parce que les emplois permettent ou entraînent la circulation des personnes. Alors, est-ce que nous irons, il est possible qu'un Camerounais parte d'ici avec son diplôme, qu'il aille trouver du travail dans l'un des États de membres, etc. Parce que les frontières sont encore fermées. Parce que tant que c'est fermé, la circulation rien ne peut avancer. Donc ça reste au niveau du discours. Et c'est ce qu'on regrette aujourd'hui. Parce que ailleurs, des organisations de même nature avancent. Quand nous prenons par exemple le cas de l'Afrique de l'Ouest, ça avance. C'est-à-dire que vous partez c'est pas moi, vous traversez avec votre carte d'identité. Vous n'avez pas besoin de. Bon, donc il y a un manque de volonté politique. Voilà. L'honorable voulait placer un mot en réponse à quelques messages qui vous étaient adressés tout à l'heure. Merci. Je voudrais tout simplement dire au monsieur de Fumban que j'habite à Essos, ici à Yaoundé, et de Essos jusqu'ici, j'ai traversé plusieurs poubelles, des immondices de poubelles, et que je n'ai pas l'eau à Essos depuis 4 mois. Je n'ai pas d'électricité et que ce n'est pas un problème seulement de Fumban. Et je voudrais lui faire savoir que le maire a acheté cette année une pelle chargeuse et une benne avec les fonds propre de la mairie et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent s'il veut vraiment le savoir. Et pour le monsieur qui trouve qu'il n'y a que l'Indam Joya, je vais lui faire comprendre qu'avant que je ne sois députée à l'Assemblée nationale, l'UDC a toujours eu une femme députée et d'ailleurs ma collègue, elle a son 2e mandat et qu'il y a 242 conseillers municipaux UDC et parmi ces 242 conseillers, qu'il aille voir s'il y a un papa ou une maman ou une sœur d'Indam Joya. Voilà. Et en 3e position,
pour ceux qui me demandent de me respecter ou de respecter mes partenaires, je vais leur faire comprendre que nous sommes sur une table de débat et qu'en politique, je suis désolée, il y a des façons de faire. Et j'ai été élue par des milliers de personnes. Il y a 200 partis politiques au Cameroun, il y en a 5 peut-être à l'Assemblée ou 4, je ne sais plus très bien, et l'UDC est représenté. Ça veut dire qu'on a été élus par des milliers de militants et il faut respecter ces personnes qui nous ont élus. Quand je parle ici, je parle pour ces personnes, je ne parle pas pour moi. Je suis en train de représenter les populations et je suis désolée, et ce n'est pas facile. Et donc, il faut qu'ils comprennent que la politique, ce n'est pas, un plat. Voilà, on ne se laisse pas faire. Voilà. On a compris. Alors, Emmanuel, si l'Impondo le revenait et qui vous demandait qu'avez-vous fait de mon UPC? Non, si l'Impondo le revenait, il serait vraiment fier de vous. Il ne serait pas surpris. Parce que depuis la nuit des temps, il y a toujours des gens qui voudraient s'aimer la pagaille dans l'UPC. Mais nous tenons bon. Mais je voudrais rassurer le peuple camerounais ici, pour leur dire qu'il n'y a qu'une seule UPC. Donc le dossier est déposé au MINAT. Il n'y en a pas deux. Pour exister au Cameroun comme parti politique, il faut avoir un dossier au MINAT. Et il n'y a qu'une seule UPC qui a déposé ce dossier. C'est celui-là que Augustin Frédéric Korok, de mémoire, je vais même dire d'heureuse mémoire, a dirigé jusqu'à son décès. C'est ce qui explique la présence de sa veuve sur la liste que vous avez déposée. C'est cette UPC-là que nous continuons à diriger parce que nous respectons la légalité, la continuité. Ceux qui s'agitent étaient des ennemis jurés de Korok, mais ils n'ont pas pu les déboulonner et ils ne pourront pas. Je pense que la réponse est parvenue à qui de droit. Très rapidement, ces derniers messages avant qu'on se sépare. Je pense que le fils de Biya mérite des félicitations et il devrait continuer ainsi en passant. C'est un homme franc. Bon, je pense que ça s'adresse à M. Bangola. L'argent du pétrole camerounais se partage entre les petits du RDPC. Les petits du RDPC, c'est Florent depuis Douala. Madame Njoya, que dites-vous de votre mère qui sera mère de Fumban à votre place? Njoya depuis Fumban toujours. Et puis, pour finir, nous disons merci à Gilbert pour le mythe qu'il a réussi à percer. Est-ce qu'il faille... Je vais lui répondre à ce monsieur pour dire que ce ne serait pas la première belle-mère qui devienne mère au Cameroun, qu'il a été cherché. Ok, on va dire merci. Vous voulez placer un dernier mot? Oui, l'homme à la veste rouge. Je pense que vous avez été interpellé. Aziz. Aziz, depuis Garoua. Dites au monsieur en veste rouge que le devoir du président n'est pas de réformer l'opposition. Sinon, on ne parlera pas de démocratie au Cameroun. Non, la démocratie elle-même a déjà pris un coup à partir du moment où le RBDPC a perpétré le crime de remplacer la démocratie par les investitures. Donc vous aurez souhaité des primaires? Bien entendu. Donc vous êtes du RDPC, mais vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est passé? Je ne suis vraiment pas d'accord. Je dis que depuis 1985, le président de la République nous a habitués à cet exercice que nous affectionnons déjà. L'encadrement du Sénat aurait été le parachèvement de ce processus, de même au sein du parti. Malheureusement, des esprits peu mal pensants et mal disants ont décidé autrement. Voilà. Alors, vous avez été félicité. Oui, non, je voulais simplement dire que toutes les contributions, bonnes ou mauvaises de ma part, je remercie tous les Camerounais qui peuvent apprécier et qui peuvent désapprécier. Voilà. C'est ça le débat. Voilà, merci donc à l'honorable Patricia Ndamjoya, merci à Jean-François Mebenga, Georges Gilbert Bangola, merci d'être venu, Saint-Éloi Bidoum, merci, Emmanuel Nginjoy de l'UPC, merci d'être venu à tous. Afrique Média vous sera éternellement reconnaissant pour ce que vous avez fait cet après-midi. À vous aussi qui nous avez regardé depuis chez vous, on vous dit merci pour la patience. Excusez toutes les petites incongruités techniques que nous avons eues au cours de cette émission. Nous ferons certainement mieux la prochaine fois. D'ici là, restez sur les programmes d'Afrique Média, la télévision panafricaine, la seule qui prône l'intégration africaine. Et ça se passe ici et nulle part ailleurs. Au revoir et à très bientôt sur les antennes.